Face à elle, votre rendez-vous actualité du vendredi sur LFM. Bonjour la Bible. Bonsoir Margot et merci pour cet enchaînement comme d'habitude réussi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes dans votre émission politique Face à elle sur LFM Radio. Ce soir, nous recevons Chakib Ben Moussa, ambassadeur du Maroc. Bonsoir Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Pour animer cette émission et comme d'habitude, Annette Polvast. Et je crois que c'est votre dernière. Bonsoir Annette. Bonsoir la Bible. On en reparlera à la fin. Pierre Cardot, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est pas ma dernière. Effectivement, c'est pas ta dernière. Annette, je crois que c'est vous qui nous faites le portrait de l'invité cette semaine. Merci David, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez me dire si j'ai bien pris mes notes. Donc, vous êtes né en 1958 à Fès. Tout à fait. Et vous connaissez bien la France. Il était donc normal que vous y reveniez avec une autorité supérieure, car vous avez fait vos classes préparatoires à Nancy. Vous êtes un scientifique. Au lycée Poincaré. Voilà. Vous avez brillamment intégré l'école polytechnique. Donc là, vous basculez sur Paris. Puis vous êtes un ex-pont, donc vous enchaînez avec les ponts et chaussées, toujours sur Paris. Comme ça ne vous suffit pas, vous passez un DESS en analyse de projet dans le Nord, à Lille. Et puis vous allez faire un petit tour au MIT pour préparer un diplôme au Massachusetts Institute of Technology. En fait, DESS, je l'ai fait pendant mon travail, alors que j'étais déjà en fonction au Maroc. Et juste après l'école des ponts, en fait, je suis allé à MIT où j'ai occupé un poste d'assistant de recherche tout en faisant un master scientifique. Oui, ça détend. Brillant CV. Ensuite, vous devenez un technicien. Vous êtes un technicien au départ et j'ai regardé attentivement votre CV. Technicien des routes, du développement, de la planification, de la circulation. Vous iriez bien avec monsieur Cardot qui lui s'occupe des voies ferrées. De temps en temps, oui. Oui, de temps en temps, voilà. En 1995, vous devenez secrétaire général du département du Premier ministre. Tout à fait. Maroc. Et puis, vous devenez président de divers organismes, dont un des derniers, les Brasseries du Maroc. Donc ensuite, en fait, à partir de 1998, j'ai basculé dans le secteur privé. Donc j'ai quitté le secteur public, je suis passé dans le secteur privé, dans différents postes de management, dans les Brasseries du Maroc, mais aussi la zone franche de Tanger, dont j'étais le président, et d'autres sociétés. Alors, 2002, vous êtes Wali, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, et vous devenez en 2006 ministre de l'Intérieur, poste que vous allez occuper assez longtemps. En février 2011, vous devenez président du Conseil économique et social, ce qui vous amènera d'ailleurs à faire un rapport qui va faire date. Et en décembre 2012, vous devenez, retourne aux sources, ambassadeur du Maroc en France. Tout à fait. À partir de début 2013, en fait, à partir de mars 2013, nommé en tant qu'ambassadeur du Maroc, de Sa Majesté le Roi, à Paris. Donc, je vous dis bienvenue dans le Mantois. Merci. En écoutant la présentation d'Annette, on sent qu'il y a toujours eu une relation entre vous, le Maroc et la France particulière. C'est une relation d'abord très jeune puisque j'ai fait mes études dans un lycée et dans des écoles de la mission française. Et cette relation s'est poursuivie à travers les études, puis à travers toutes les relations de coopération qui ont pu être développées pendant les différents postes que j'ai pu occuper au Maroc, qui ont cela en commun, parce que, à la lecture de ces postes, ça peut paraître un peu éclectique, mais qui ont en commun, en fait, de servir l'intérêt général, que l'on soit dans le secteur public ou que l'on soit dans le secteur privé, puisque la plupart sont de grandes sociétés qui contribuaient au développement de leur région et à créer de l'emploi et créer de la richesse dans leur région. On va passer au coup de cœur, coup de gueule. Pierre, votre coup de cœur? Ah, mon coup de cœur, oui. Eh bien, si vous pouviez parler en face du micro, ça serait formidable en plus. C'est difficile de parler en lisant et en te regardant, enfin tout quoi. Alors, c'est un coup de cœur qui se passe le 22 novembre vers 13h dans un quartier de Paris, le 2e arrondissement, plutôt bien fréquenté. Il y a quelqu'un qui a tendance à agresser les passants, à leur taper dessus, à les insulter, à les empêcher même de rentrer chez eux. Donc l'individu étant très agité, on appelle la police, qui finit par considérer, après s'être fait insulter copieusement,
que finalement il est peut-être un petit peu dangereux et qu'il est peut-être nécessaire de l'envoyer en cellule de dégrisement. Pour sa sécurité et bien sûr la sécurité des citoyens. Arrivé au commissariat, les insultes continuent, ça ne va pas très bien, donc ils finissent quand même par le mettre en cellule et puis à essayer de savoir qui est cet individu si excité, si dangereux à la limite, quoi. Et donc il a fourni une pièce d'identité et effectivement il œuvre à la brigade anticriminalité du 6e arrondissement. C'est quelqu'un de la BAC. Voilà, donc il a voulu découvrir quelles étaient les méthodes policières lui-même de l'intérieur. Je pense qu'il était en mission en fait. Voilà. Annette, Personne n'avait compris. Annette, votre coup de cœur. Alors, moi, j'ai un coup de cœur pour un film dont on parle beaucoup actuellement à juste titre. C'est le film La Marche avec Jamel Debbouze, qui est entouré par des acteurs remarquables de conviction, de drôlerie, d'humour. On frôle le drame à certains moments. C'est un très beau film qui est très émouvant et je le vois comme une piqûre de rappel. Parce que même si le racisme aujourd'hui, et je mets ce terme entre guillemets, n'est plus ce qu'il était il y a 30 ans, il se traduit quand même d'une certaine façon, d'une autre manière, d'une façon peut-être plus subtile, mais tout aussi rampante, et surtout en ces périodes, en ces moments de crise. Donc c'est un coup de cœur, et si je peux donner un conseil à nos auditeurs, c'est d'aller le voir, ils en sortiront émus. Eh bien écoutez, j'avais pas l'intention de réagir sur ce film, mais je vais quand même aller plus loin, parce que quand on regarde le film, rappelons qu'SOS Racisme a été créé un an après, après la Marche des Beurs, et qu'aucun des membres et des participants de la Marche des Beurs n'était dans SOS Racisme. C'est-à-dire qu'ils ont été spoliés de leur initiative de départ. Et c'est totalement scandaleux. Et là, j'égratine ton côté gauche. Et puis, je vais aussi égratigner aussi ton Pourquoi côté... tu vas m'égratiner? J'ai rien fait, moi. J'étais tranquille dans mon coin. Je vais aussi... demandé, hein. Ah non, mais je vais aussi en gratter un peu du côté de la droite, puisque il semblerait que l'UMP manque de militants, puisque le directeur de cabinet du président de l'UMP de la communauté de communes du pays de Gex, dans l'Ain, a été surpris récemment par les gendarmes. Vous devinez ce qu'il faisait? Oh mon Dieu! Il était en train de taguer sur des propos odieux sur Hollande. Non! Et si? Et si? Oui, enfin bon, je te signale, à tout hasard, j'y suis plus, moi. Hein, bon. Ah, tu restes quand même de droite. On va passer c'est ce qu'il dit, oui. Et je vais passer à mon coup de cœur, par contre. Alors là, Goldman Sachs, qui fait un mea culpa. On en parle beaucoup ces temps-ci. Qui fait un mea culpa en disant qu'il s'était très clairement trompé sur les analyses concernant l'Europe, et notamment l'Espagne. Et ils trouvent qu'aujourd'hui, l'Espagne s'en sort plutôt très bien et ils se sont excusés sur le mauvais diagnostic et les mauvaises analyses qui ont été faites. Oui, alors là, la Bible, tu as raison, mais le problème, c'est que c'est aussi mon coup de gueule, ça. Parce qu'il y a des esprits chagrins toujours, tu sais. Et sur cette affaire... Vous êtes en train de vouloir me rendre l'histoire du... Par exemple. D'accord. Et donc en fait, si tu veux, il y a toujours des sceptiques, et notamment en Espagne, il s'avère que Goldman Sachs est à la fois juge et partie, puisque après avoir descendu clairement la notation, il s'avère qu'ils ont investi très fortement en Espagne et que maintenant ça va beaucoup mieux. Après avoir mis 2 milliards d'euros en bons du Trésor, et manifestement elle travaille avec plusieurs administrations et entreprises publiques et ça se passe bien, et elle n'est pas la seule. C'est un petit crime entre amis, c'est ça? Il y a Morgan Stanley qui a fait pareil et qui a publié un rapport récent en disant « Viva España ». Voilà. Donc après les avoir descendus en flèche, brutalement, ils ont investi et ça se passe beaucoup mieux. C'est étrange. Et c'est légal, ça? Pour l'instant, oui, on verra plus tard. Oui. C'est pas tout à fait légal, mais allez-y. Annette. Moi, là-dessus, juste une phrase là-dessus, parce que je trouve ça absolument révoltant. Ils s'excusent, ils en remettent une couche, sans avoir bien mesuré dès le départ quelles étaient... Ils ont bien mesuré. Ils ont fait baisser les cours et maintenant... La catastrophe qu'ils ont fait vivre à certains pays et en donnant quasiment l'ordre au gouvernement de revoir leur politique. Moi, ce genre de choses me révulse. Je vous ai pas entendu réagir sur le jugement de Babylou. Pierre Cardot. C'est à moi que vous parlez, jeune homme, là? Oui, c'est à vous. Moi, je trouve que c'est une décision qui n'est pas surprenante. Elle était, à mon avis, écrite d'avance. Ceci dit, on n'a pas à discuter les décisions de justice, normalement, mais enfin, c'était un peu gros. La Cour de cassation décide que la personne, le licenciement n'était pas fondé. La Cour de cassation avait décidé... Oui, mais pas en séance plénière. Non, pas en séance plénière. Et donc, la Cour d'appel, elle, dit non, finalement, le licenciement est justifié pour faute grave. Très bien. Sauf que d'une certaine façon, on peut quand même s'interroger. Est-ce que cette décision n'est pas faite pour éviter un vote de loi parce qu'il y a un désaccord au sein du gouvernement manifestement sur l'intérêt de voter une loi, que je partage d'ailleurs,
Et puis d'autre part, en fait, ça fait qu'il y a une jurisprudence qui s'appellera la jurisprudence Babilou qui évitera le vote de la loi. Donc je pense qu'en fait, ça tombe très bien, et c'est un miracle sûrement, pour éviter qu'au Parlement, on s'empare à nouveau du sujet. Parce qu'à mon avis, ça se terminerait très mal quant à l'interprétation qu'en ferait le public après des débats qui auraient lieu. Alors pour avoir lu le jugement, il s'appuie sur 2 piliers. Le premier, c'est celui des statuts de l'association qui est extrêmement ambigu, d'autant plus qu'ils ont été votés après l'embauche en CDI de la jeune femme. Oui, ça faisait longtemps. Et puis le deuxième argument qui est tout aussi léger, c'est l'article L121.1 et suivant du Code du travail. Et en tout état de cause, beaucoup d'observateurs précisent que c'est quand même plutôt une décision judiciaire politique qu'une décision qui se fonde sur le droit. On peut le dire. Qui se fonde sur le droit, mais en tout état de cause, ça reviendra à la séance plénière de la Cour de cassation. Ce qui m'énerve dans cette affaire depuis le début, c'est l'instrumentalisation qu'on a fait et de la laïcité et de la religion. Alors maintenant, on va se retourner vers notre invité. Oui, c'est ça. Monsieur l'ambassadeur, notre première question, ça serait comment va le Maroc ? Le Maroc, aujourd'hui, suit son propre cheminement sous la conduite de Sa Majesté le Roi. Et aujourd'hui, on peut considérer que c'est un pays qui est en mouvement, c'est un pays qui avance, c'est un pays où il y a un cap qui a été tracé par Sa Majesté le Roi et qui permet de mobiliser l'ensemble des forces vives du pays, que ce soit pour relever les différents défis qui sont ceux du Maroc, qui est un pays en développement, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan du développement durable. Et donc beaucoup d'initiatives sont prises depuis déjà plusieurs années. Ces initiatives et ces réformes qui ont été entamées pour renforcer toute la dimension démocratie, toute la dimension inclusion politique, inclusion sociale et inclusion économique ont été confortées par la nouvelle constitution et qui en même temps a pris acte des avancées qui ont été réalisées, mais a ouvert aussi tout un champ de réformes pour l'avenir. Réformes qui elles-mêmes se traduiront par des lois organiques qui sont actuellement en cours de préparation pour faire en sorte que les différents équilibres de pouvoir soient assurés, pour permettre une plus grande indépendance de la justice qui est érigée en pouvoir, pour permettre une participation plus large de la société civile à travers différentes instances de gouvernance, pour encourager le développement territorial à travers la régionalisation. Et ce n'est là que quelques chantiers qui sont aujourd'hui ouverts et qui permettent de tracer, d'avancer selon le cap qui a été fixé par Sa Majesté le Roi. Pierre. Monsieur l'ambassadeur, d'exprimer toute cette évolution actuellement qui est en route au Maroc, mais quelle lecture avez-vous des événements qui se sont produits dans différents pays voisins, du Proche et du Moyen-Orient, à savoir ce qu'on a appelé le printemps arabe et ses suites? Quelle lecture on en fait du côté du Maroc? Nous considérons que chaque pays a ses propres spécificités, et aujourd'hui le Maroc, qui est une nation qui a plus de 12 siècles d'histoire, où les institutions, même pendant les périodes du protectorat, les institutions ont été sauvegardées, ont été préservées, où aujourd'hui, dès l'indépendance, il y a eu des options qui ont été prises, qui sont des options d'ouverture sur le reste du monde, de multipartisme, où un certain nombre de réformes ont été initiées déjà depuis quelque temps. Ce Maroc arrive à trouver son chemin pour assurer sa stabilité et assurer
au service de ses propres citoyens. Et les mouvements sociaux qui se sont produits dans un certain nombre de pays n'ont pas eu d'influence au Maroc, c'est parce qu'il y a un contexte particulier, même si il y a eu ici ou là des réactions sociales, et ces réactions ont été entendues puisque Sa Majesté le Roi, dans un discours du 9 mars 2011, a tracé le cap qui a permis de préparer justement la nouvelle constitution et les réformes qui permettent de préparer cet avenir. Donc c'est en même temps une écoute de la population, et une proximité par rapport aux attentes de la population, en même temps une dynamique très positive qui est là, et en même temps des actions de proximité sur le terrain. C'est-à-dire que le souci de la création d'emplois, du développement économique, de la prise en compte de la dimension culturelle, de la prise en compte des aspects sociaux pour lutter contre la pauvreté ou l'exclusion sociale sont très présents, parce que au-delà de la dimension politique, c'est des dimensions qui déterminent aussi les réactions et les attentes et qui constituent la base des attentes des populations. Est-ce que les démarches qui ont été prises entre entreprises au Maroc ces dernières années, notamment avec beaucoup plus de démocratie, sont aussi une sorte de maintien de l'aspect social du pays ? Certainement, il y a eu des ouvertures déjà depuis de nombreuses années, mais qui se sont renforcées ces dernières années. Je rappelle que dans une approche d'inclusion politique, il y a eu l'instance d'équité et réconciliation qui a permis... La fin des années 90 ? Voilà, c'est la fin des années 90, début 2000, et qui ont permis de tourner la page d'une période où de nombreuses luttes ont rendu le climat plus difficile. Et ça a permis de préparer justement le terrain à de nouvelles initiatives dans ce domaine-là. Oui, pour résumer, donc la force des institutions déjà anciennement installées, le fait d'avoir fixé un cap et le fait d'avoir modernisé un tant soit peu, tenté de répondre à un certain nombre d'aspirations de la population. Ce sont les trois éléments de l'équation qui font que pour vous, le Maroc est quand même dans une situation beaucoup plus stable qu'un certain nombre de ses voisins. Puis un système très particulier avec à la tête Sa Majesté le Roi qui en même temps assure l'unité du pays, gère ce qu'on pourrait appeler le temps lent, gère les réformes, les réformes de société qui sont nécessaires dans un pays comme le Maroc, qui est un pays en transition démographique et qui doit relever de nombreux défis. Mais en même temps, cela permet d'avoir un jeu politique très, très ouvert au niveau au niveau législatif, au niveau du gouvernement, avec un espace pour que la société civile puisse s'exprimer et puisse défendre ses points de vue. Et beaucoup des réformes qui ont été engagées l'ont été avec une approche très consensuelle, non partisane, du fait du système en place au Maroc qui le permet.